Elle est passée, la première action est passée de 95 à 155, donc elle a pris 60 euros en prix moyen. Et donc vous, comme vous avez acheté puis revendu, vous avez payé 5 euros quelque part par rapport au milieu de la fourchette à l'aller et 5 euros par rapport au milieu de la fourchette à la sortie. Vous avez un coût de transaction qui est élevé. Et plus vous allez traiter, et plus vous allez avoir ce coût qui est contre vous. Et alors vous allez me dire, je vais choisir que des actions qui ont un pas très serré. Le problème, c'est que quand vous allez sur des marchés comme les marchés par exemple américains, toutes les actions ont un pas de cotation qui est de, voilà, là c'est des euros, mais qui est de 1 cent aux États-Unis. Vous allez me dire, donc c'est toujours 1 cent que je paye. Oui et non, c'est toujours 1 cent. Par contre, en pourcentage du prix, si vous allez sur une action qui vaut, mettons, voilà, on va revenir en euros, mais si vous avez un pas de cotation qui vaut 0,01 et une action qui vaut 2, vous voyez bien que l'impact de 0,01 est beaucoup plus important que si l'action, elle vaut 20 par exemple. Et ça, il faut le prendre en compte, parce que vous avez du coup, par exemple aux États-Unis, pas du tout intérêt à aller traiter des actions qui valent 2 euros, parce que vous allez croire que vous allez déclencher des signaux que vous allez pouvoir capturer. En fait, quand vous allez vouloir la capturer, vous avez effectivement bien prédit une hausse de l'action, mais en fait, à l'entrée et à la sortie, vous allez reperdre un gros morceau de ce que vous avez gagné. Bon. Donc ça, c'est le premier impact du pas de cotation. Et juste pour la partie très technique, le deuxième impact du pas de cotation, c'est que le pas de cotation, vous l'avez compris, si une action elle a un pas de cotation qui est une fourchette, quelque part, qui est très important par rapport à son prix, elle a tendance, sans arrêt, à coter un coup sur le prix haut, un coup sur le prix bas, un coup sur le prix haut, un coup sur le prix bas. Donc elle fait ce qu'on appelle un petit peu, elle joue avec les bornes comme ça de son pas de cotation. Et ça lui génère une fausse volatilité. Et cette fausse volatilité, c'est pas une fausse volatilité, c'est une vraie volatilité, mais qui est non pas due à sa valeur intrinsèque, qui est due à la structure du marché qui lui impose un pas de cotation peut-être trop élevé. Et du coup, cette volatilité que vous allez mesurer à l'échelle de la, on va dire la seconde, de la 20 secondes, elle va se propager jusque très longtemps dans le temps. C'est-à-dire que les actions qui ont un prix, qui ont un pas de cotation trop élevé, ont en général une volatilité à très court terme très élevée, mais par arbitrage des marchés, ça se reporte sur la volatilité qu'on appelle la volatilité annuelle des rendements quotidiens. Donc, simplement, c'est pas uniquement un effet coût de transaction, c'est aussi un comportement différent, même au niveau quotidien, de la valeur. Voilà. Donc là, c'est un petit peu technique, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu que, au-delà de tous les aspects technologiques dont on a parlé, même quand on rentre dans l'aspect vraiment technique, statistique, entre guillemets, il y a des choses où il faut faire extrêmement attention. Il y a une vraie relation entre le pas de cotation et la volatilité, ça c'est sûr. Alors, exemple d'algo, bon, c'est pas, on va pas donner des exemples d'algo, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme choix de langage, etc. Bon, alors, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que globalement, il n'y a pas vraiment de bon choix et de mauvais choix de langage de programmation. En général, si vous maîtrisez un langage, continuez vers ce langage. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le langage que vous allez choisir doit vous servir à la fois pour faire votre recherche et à la fois pour développer votre automate. Et ça, on n'y pense pas toujours. Parce que les langages qui sont utilisés, qui sont très adaptés à l'analyse de données, ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont pratiques pour gérer des systèmes temps réel. Par exemple, si on parle des trois, on va dire, on peut être polémique, mais sur les langages très, très répandus, on sait Java ou C#, ce sont des langages qui vont avoir l'avantage d'être très rapides une fois que vous les avez compilés et plutôt très efficaces en termes de latence. Maintenant, pour faire de l'analyse de données avec ça, avec ces langages-là, vous allez quand même passer des heures pas très très rigolotes. Alors que si vous allez vers des langages comme Python, R, MATLAB, ils vont pas, peut-être, alors bon, Python, parenthèse, il peut être adapté un petit peu à tout, mais R ou MATLAB, ou même Excel si vous êtes sur des stratégies un petit peu moins gourmandes, vous pourrez faire de très belles choses pour l'analyse. Maintenant, quand vous allez vouloir brancher un système temps réel dessus, ça va être extrêmement compliqué, voire même impossible si vous voulez, par exemple, évidemment, si vous voulez mettre votre automate de production sur un environnement unique, vous ne pourrez pas utiliser VBA pour Excel. Donc, le langage, en gros, il n'y a pas vraiment de choix indiscutable. Moi, je dirais plutôt, si vous maîtrisez un langage, continuez dans ce langage-là. Peut-être qu'un jour, il vous posera un problème, vous aurez gagné tellement de temps en restant dans un domaine que vous maîtrisez au départ, que ça vaudra le coup de changer après. Alors, il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier sur le trading algorithmique, mais c'est aussi vrai pour le trading manuel, mais encore une fois, comme vous faites en général moins d'opérations à la main que vous allez en faire avec votre automate, cet effet est beaucoup plus petit que vous faites du trading discrétionnaire, c'est le fait que vous-même, vous allez avoir un impact sur les marchés. Alors vous allez me dire, bah non, je suis tout petit, j'envoie 10 000 euros par ordre ou 1 000 euros par ordre, donc j'ai pas d'impact. En fait, si, vous en avez un. Quelle que soit votre taille, vous allez en avoir un. Effectivement, si vous envoyez 1000, vous aurez beaucoup, beaucoup moins d'impact, il est quasiment négligeable. Mais dès que vous allez multiplier le nombre d'opérations, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a tout un tas d'algorithmes que vous ne voyez pas, qui sont dans le marché, qui eux passent leur temps à analyser les carnets d'ordre et les transactions.
Et dès qu'ils vont vous voir vous-même acheter pour 1000 $, ça peut eux les inciter à acheter. Et du coup, en achetant 1000 $, vous avez généré un ordre chez un trader à côté qui va acheter 1000, et puis ça a généré 2000, et un autre programme, lui, a vu 2000 et en a racheté 2000, etc. Et donc le moindre petit ordre que vous avez passé dans le marché va avoir un impact. Voilà, donc ça, vraiment, c'est une problématique plus ou moins importante sur votre taille et le nombre d'opérations que vous faites, mais il ne faut absolument pas croire que c'est négligeable. D'où l'aspect après commercial un peu provoque, mais c'est de dire, ben, si on a créé un algo qui fonctionne, pourquoi le vendre? Puisque la taille des positions est un des facteurs potentiellement négatifs sur la performance. La question que se posent les gens, c'est quand ils se font un peu avoir par ça, c'est ben, pourquoi ça marchait dans les pubs, pourquoi ça ne marche pas quand je mets mon argent? Après, c'est connaissez-vous des programmes algo qui sont vendus et qui fonctionnent? C'est une question qu'on peut poser à Ludo, mais la réponse est non. Existait-il des sociétés sérieuses avec agrément qui gèrent pour le compte de tiers avec des algos qui ont fait leurs preuves? T'en connais? En fait, ce qu'il faut voir pour tous ces points-là, c'est que nous sommes en France. Et qu'en France, déjà c'est très compliqué d'avoir une société de gestion en France, très compliqué d'avoir une société de gestion qui fait du trading algorithmique en France, et encore plus compliqué d'avoir une société de gestion qui vend des stratégies à des particuliers. Donc du coup, en gros, la réponse, elle est malheureusement non. Pas parce que c'est impossible, mais parce que pour la protection, je dirais, de l'épargnant, les barrières sont très très élevées. Voilà. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez trouver tout un tas de sociétés de gestion qui vous permettent d'ouvrir un compte et qui vont gérer votre portefeuille, enfin votre capital plutôt, avec des stratégies extrêmement quantitatives. Après, ce qu'il faut voir, c'est que comme ce sont en général des stratégies, ceux qui arrivent à survivre dans cet environnement, je parle des sociétés de gestion, dans le domaine du trading quantitatif, sont en général des sociétés qui font d'excellents rendements, et qui du coup ont des barrières à l'entrée en termes de capital investi qui sont très élevées. Donc à chaque fois on revient vers le fait que ça se destine plutôt à une clientèle professionnelle qu'à une clientèle de particulier. Après la position des courtiers, ben, étant donné les problèmes réglementaires, ben, certains acceptent les connexions, d'autres pas. Quelles données peuvent transiter par l'API du courtier? Ben, les données de marché évidemment, les ordres, ça vous le savez. Hein. Le portefeuille, ça c'est certain aussi, vous avez tout ça, mais est-ce que vous pouvez passer d'une manière automatisée des ordres? Souvent c'est non. Quel broker, les plateformes? Il y a Interactive Broker qui est connu pour qu'on puisse justement brancher des logiciels derrière et qui fonctionnent bien plutôt, parce que c'est ce que tu utilises, notamment NinjaTrader aussi qui est là. Mais il n'y en a pas 50, hein, il n'y en a pas 50. Choisir si possible un courtier dont les serveurs sont proches des bourses, ouais, sur lesquels vous allez le plus traiter. Bon, enfin, vous n'êtes pas là au début quand vous allez commencer à construire vos algos et essayer de faire de la performance, mais bon, à un moment donné, c'est quelque chose auquel on peut penser. Mais il y a quand même des professionnels à Paris qui font ça, il y a des grandes boîtes. Hein. Il y a la tienne déjà, et puis non, mais il y a vraiment des gros mastodontes quand même, hein, qui gèrent. Alors, on a essayé de faire le plus vite possible. Je répète, ça, vous allez le trouver sur le site à la fin. Vous avez un papier peut-être. La question qu'on se posait avec Ludo, c'est est-ce qu'un stage de trading peut intéresser les gens? On ne sait pas. On ne sait pas de trading algo. Hein. Pour vraiment, bon, évidemment, un peu plus pointu, un peu. Donc, on vous a mis un questionnaire là, oui ou non. Est-ce que vous seriez intéressé? L'idée étant, bah, si c'est oui, vous déposez sur le stand parce que de Derek là, chez Bourse Trade. Vous déposez le papier de toute façon si vous avez de l'intérêt à ce qu'on vous rappelle. Sinon, nous, on ne rappelle jamais. Et si vous avez de l'intérêt à ce qu'on vous prévienne le jour où on décide de lancer un stage pour le trading algorithmique, à ce moment-là, on le fera avec grand plaisir. Alors maintenant, le temps est très vite passé, vraiment désolé, hein, en plus, on n'a qu'une heure. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Voilà. Allez-y, n'hésitez pas, parce que c'est le moment, Ludovic est venu pour répondre aussi. Oui? Ludovic, pourquoi vous indiquiez sur le slide là, que les codes trouvés sur Internet étaient inutilisables? C'était le slide d'avant en fait. Oui. Au fait, je pense pas que je vais utiliser l'algo là sur les jours de temps. Je vais économiser du temps. Ouais, en fait, donc, pour le slide, mais l'idée c'est de dire que il y a tout un tas de forums où les gens échangent des idées de trading algorithmique, etc. Vous avez très peu de chances de trouver une stratégie toute faite, toute prête,
sera sur Internet ou sur un site quelconque. Pourquoi? Parce que si la personne, elle a quelque part entre les mains un algorithme qui fonctionne de A à Z, donc elle a tout livré, elle va déjà utiliser pour elle-même. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la taille fait que sa stratégie, plus elle va grossir ses positions et moins son algorithme va marcher. Si elle le met sur Internet, demain il y a 50 personnes et après-demain 500 personnes qui vont faire la même chose, et donc sa stratégie à la fin, si elle n'aura pas vendu ce qu'elle aura mis sur Internet, et elle ne fonctionnera plus, donc elle ne pourra plus en tirer parti. Par contre, ce que vous pouvez trouver, c'est des idées, des réflexions. Mais est-ce que vous les trouverez plus sur Internet en allant lire des documents, des papiers de recherche universitaire sur des phénomènes mis en évidence depuis parfois 10 ans sur les marchés? Vous aurez beaucoup plus de chances sur cette deuxième piste. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça peut vous permettre ça peut être une piste de travail, de dire tiens, j'ai vu qu'il y avait un petit peu un buzz sur tel type de stratégie, je vais un peu gratter. Ce que je dis simplement, c'est qu'attention, on a très vite fait perdre du temps. C'est le problème de la recherche de manière générale, pas seulement la recherche quantitative en finance, c'est la recherche de manière générale, on a vite fait perdre son temps. Donc il faut savoir se dire, bon, là j'ai envie de regarder, parce qu'on apprend toujours des choses. Maintenant, il faut se dire, ok, j'y passe une semaine, 15 jours, et après si ça marche pas, si je trouve rien, je me force pas à continuer. Voilà. Donc ça peut être une piste pour vous dire, par là-bas, il y a peut-être des choses à regarder, mais ne croyez pas qu'en reprenant avec un petit copier-coller, vous allez y arriver. Il y aura des exemples qui vont vous montrer les choses, mais pour l'énorme majorité, à la fin, si vous voyez quelque chose, en général, vous croirez avoir vu quelque chose, et en fait, vous l'aurez pas. Sinon, faire de la recherche dans un algo va très sûrement vous permettre de progresser énormément dans la compréhension du fonctionnement du marché, dans sa manière de fonctionner, donc, dans la manière dont il est construit, etc. Si vous voulez, en dehors du fait qu'il est très peu évident ou certain que vous arriviez à un résultat très positif sur le plan algorithme pur, mais vous allez, par ces recherches, faire un bond dans la compréhension du fonctionnement et de la construction du marché. Ça, pour moi, ça me paraît évident. Quand j'ai fait ça dans les années 90, ça m'a aidé à me trouver justement, à trouver des pistes. En plus, vous savez, quand j'ai commencé, c'était, voilà, il n'y avait rien, c'était néant, on ne savait même pas où on allait. Donc, il y avait des phénomènes qu'on observait qui étaient de plus en plus bizarres. On ne mettait pas un nom dessus, on ne mettait pas le doigt dessus, on le ressentait, on se disait mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi ça fait ça? Et c'est vrai, le fait de faire de la recherche, on va dire, vous permet de mettre le doigt dessus, de comprendre, d'identifier les choses, et en gros d'identifier tous les problèmes qu'il va falloir résoudre dans la constitution d'un algo. Des questions? Alors, c'est pas possible, je vous ai dit. Allez-y, monsieur. Ouais. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt des remarques, parce que j'ai déjà développé des trucs de ce genre-là. Donc les choses sur lesquelles je suis moyennement d'accord. Pour ce qui concerne la récupération des données, de toute manière, développer des algorithmes de ce genre-là, ça prend beaucoup de temps. Donc je pense que la bonne méthode, c'est de commencer par écrire la partie qui récupère les données, comme ça ensuite on fera les backtests sur des trucs qui sont réels, et on sera certain d'avoir les mêmes données pour le backtest et pour la réalité. Donc, sinon la chose sur laquelle je suis vraiment pas d'accord, c'est utiliser des trucs genre Python R. Le trading, ça a besoin de réagir très très vite, surtout si on veut traiter beaucoup de flux de données. Donc il faut la fibre optique qui marche bien, ça c'est sûr. Il faut un ordinateur puissant, oui. Mais il faut aussi des logiciels de programmation qui sont très performants. Du Python, ça va à peu près 1000 fois plus lentement qu'un truc en C++. Donc pour moi, c'est totalement exclu en trading. Totalement exclu. D'autre part, le Python, c'est un langage interprété. Il y a des nouvelles versions qui sortent régulièrement. Je connais des gens qui, pour qui ont utilisé du Python, avec la version de Python qui marchait il y a 6 mois, il y a une nouvelle version qui est sortie, et bah oui, ils ont changé de langage, et ça marche plus. Donc il faut impérativement utiliser des langages qui sont normalisés ISO. Il n'y a pas de salut en dehors de ça. S'il y a des gens qui change le langage en cours de route sur un truc algorithmique, on est mort. Oui, alors, vous connaissez visiblement bien le domaine, vous avez les raisons effectivement sur la partie Python. Cela étant, je mentionnais Python principalement pour la partie recherche. Or, pour la partie recherche, vous avez beaucoup de surcharge d'opérateurs, enfin, un peu technique évidemment, ou de capacité de faire des multiplications sur des matrices ou des vecteurs qui sont toutes faites en Python, et qui, pour l'analyse de données, vont faire gagner beaucoup de temps. Alors, sur R, effectivement, je le mets parce que beaucoup de gens le connaissent, et c'est souvent l'étape intermédiaire. Par contre, R MATLAB, d'un point de vue effectivement temps de calcul, là on est encore dans une division, vous avez raison. Mais le Python,
pour la partie analyse de données, extrêmement bien outillé parce que c'est un bon compromis entre la souplesse dont vous avez besoin pour faire l'analyse et des temps de calcul qui ne sont pas trop mauvais. Après, effectivement, si vous recherchez le code temps réel, plutôt c'est Java. Mais c'est pour ça que je l'avais mentionné plus sur un point de vue recherche. D'autres questions? Vas-y, fort. Voilà, t'as une bonne voix, question. Allez. Je vais répondre à la première partie de la question. Alors, il existe effectivement des familles d'algorithmes. Après, on peut les couper de plusieurs manières. On regarde que des prix, ce qu'on appelle des phénomènes endogènes. On va regarder que des prix des volumes, à part ceux des données de marché uniquement prix-volume. Ou après, on peut prendre des stratégies plus événementielles en utilisant, comme je disais tout à l'heure, des news qui viennent des sociétés, ou enfin plus fondamentales. Bon. Donc déjà, première famille. Après, vous avez des approches qui vont être plus ce qu'on appelle individuelles. Je regarde un actif tout seul, et puis un deuxième.